Alors, nous, c'est Vision Africa et sommes particulièrement honorés de vous avoir avec nous en ce bon jour du 5 juin 2026. Et Vision Africa, c'est une organisation nationale, ou du moins, si on peut dire, on peut aussi dire, oui, c'est une organisation nationale des jeunes, ou du moins initiée par les jeunes, car l'organisation a été créée en 2013 par des jeunes qui étaient encore étudiants à l'époque, dans le contexte de la guerre de l'époque qui était celle du gouvernement congolais et les M23. Et suite à ce contexte, les jeunes ont réfléchi comment est-ce qu'ils pouvaient contribuer de leur côté pour le retour et la pérennité d'une paix durable ici dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils se sont mis ensemble sous l'initiative de Rodrigue Makelele et ont créé cette organisation appelée Vijana Africa. Et Vijana Africa a son bureau ici dans la ville de Goma, mais aussi une représentation à Kinshasa, et une représentation à Washington et une autre au Malawi. Au Malawi pour essayer de concrétiser cette ambition-là qui est dans les noms de l'organisation même, Vijana Africa. Et l'organisation intervient dans 4 domaines. Le premier domaine, c'est l'éducation pour le changement. Le deuxième domaine, c'est la résilience économique. Le troisième, c'est la promotion des droits humains et la lutte contre les violences basées sur les genres. Et le quatrième, c'est minerais de conflits et exploitation éthique. Et c'est dans le cadre de ce quatrième domaine d'intervention que Vijana Africa organise cette conférence en ligne qui est portée sur les volets miniers, ou du moins les minéraux, mais dont la thématique est les volets miniers des accords de Washington, avantages et désavantages. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet d'une pertinence et d'une opportunité avérée. Pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste avéré aussi dans ce domaine, les spécialistes de la République démocratique du Congo et un journaliste d'investigation de renom, M. Nikez Kibelbel Oka. C'est lui que nous recevons aujourd'hui comme intervenant dans ce webinaire porté sur le minerai. Alors, bienvenue à tout le monde et je vous prierai ou nous vous prierons d'être attentifs aux grandes matières que va nous dispenser notre intervenant du jour, Nikez Kibelbel, que nous accueillons dans les studios et à qui nous accordons directement la parole comme intervenant. Merci à tout le monde, bienvenue, merci à Nikez et nous vous accordons directement la parole. Merci. Merci à Vijana qui a pensé à notre modeste personne. Merci à tout le monde qui suit. Et effectivement, les sujets que nous abordons, c'est sur le volet minier des accords de Washington. Alors, avantages et inconvénients, ou avantages et désavantages. Mais pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, il est mieux que nous parlions d'abord des 4 accords, parce que on dit les accords de Washington. En fait, il s'agit de 4 accords signés à Washington et il y a les volets miniers dans l'un des accords. Alors, rapidement, nous allons brosser les 4 rapports pour que nous puissions comprendre pourquoi on arrive au volet minier. Alors, le premier accord, c'est l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 par les 2 ministres des Affaires étrangères. Et cet accord a pour socle politique et sécuritaire du processus de paix. Tout le monde sait que la République démocratique du Congo est agressée, tout le monde sait que Goma et Bukavu sont occupés par l'AFC M23 RDF, et tout le monde sait qu'une partie du territoire national est occupée. Donc, le premier accord, c'est sur les socles politiques et sécuritaires du processus de paix. Ça, c'est le premier accord signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et cet accord avait été entériné le 4 décembre 2025 par les 2 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, sous le parrainage du président Donald Trump. Ça, c'est le premier accord. Le deuxième accord,
est appelé le cadre d'intégration économique régionale, en abrégé CIR, cadre d'intégration économique régionale, signé le 4 décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, toujours à Washington. Et cet accord part du principe que la paix à travers une expérience économique structurée pour le développement dans une dynamique régionale. C'est-à-dire que la paix ne peut venir que dans une coopération économique et dans une dynamique régionale. Ça, c'est le deuxième accord. Le troisième accord, c'est l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Cet accord-là n'est signé que par les deux États. Il est de nature strictement bilatérale entre Washington et Kinshasa. Il consacre la RDC comme partenaire stratégique. Donc cet accord consacre la RDC comme partenaire stratégique des États-Unis sur le continent africain, avec une coopération diversifiée sur la sécurité, l'investissement, la transformation économique, la gouvernance responsable des ressources naturelles et le renforcement de la souveraineté économique congolaise. Donc ça, c'est le troisième accord. Et le quatrième accord est appelé Mémorandum d'entente en matière de sécurité entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et ce mémorandum d'entente repose sur la protection des infrastructures critiques, l'appui à la stabilisation des provinces affectées par le conflit, dont notamment le Nord et le Sud Kivu, amélioration des capacités de défense et de renseignement, c'est-à-dire s'occuper des EFARDC, de notre service de défense et de sécurité, et aussi lutter contre les trafics transfrontaliers liés à l'exploitation illicite des minerais. Donc, c'est ça, au fait, le volet économique de ces accords. Donc, il y a deux accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et il y a deux accords signés en bilatéral entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Alors, ces accords se basent aussi sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, signée le 25 février 2025. Rapidement, cette résolution, je prends 3 ou 4 points, cette résolution demande au Rwanda de reconnaître la souveraineté de la République, la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il demande au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Le troisième point, il demande au Rwanda d'arrêter tout soutien à l'AFC M23. Le quatrième point, il demande à la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Voilà un peu rapidement la résolution 2773 sur qui s'appuient ces accords. Alors, on part du principe que les causes profondes de la crise sont d'abord économiques et elles reposent sur la volonté d'accéder aux matières premières depuis la fin de la guerre froide. Donc, pour les dirigeants qui ont signé, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, ils sont convaincus que les causes profondes de la crise qui secoue la région des Grands Lacs et singulièrement la République démocratique du Congo reposent sur le volet économique, sur l'accès aux matières premières depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide. Et que pour accéder aux matières premières, aux matières critiques, aux terres rares de la République démocratique du Congo, on avait créé une guerre contre notre pays en sous-traitant ou bien en prenant comme sous-traitant le Rwanda et l'Ouganda. Donc, voilà un peu la matière. Alors, j'ai parlé ici de CIR, qui est comment j'avais dit, le cadre d'intégration économique régionale. Le CIR, c'est un peu calqué sur la CPGL. Vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous voyez, vous comprenez un peu ce que c'est la CPGL, mais au CIR, on a ajouté d'autres volets que la CPGL n'avait pas, parce que la CPGL concernait
la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, le Rwanda et le Burundi, donc la communauté économique des pays des Grands Lacs. Alors là, on a ajouté certains volets, notamment les volets énergie. Nous avons les gaz méthane pour les lacs Kivu. Il y a les volets agriculture, le volet tourisme et le volet matières premières. Alors, dans le partenariat République démocratique du Congo, États-Unis, la question que la République démocratique du Congo pose, comment arrêter la guerre et comment faire pour que la République démocratique du Congo devienne une puissance avec tous les minéraux dont il dispose qui profitent aux autres. Alors, là aussi, vous savez, notre pays a signé un contrat avec les Chinois, ce qu'on appelait le 5 chantiers, le contrat chinois. Et sur ce fait, le président Trump veut sécuriser son accès aux minéraux critiques de la République démocratique du Congo, avec certains volets, notamment le volet commercial et économique. Donc, le volet commercial et économique intéresse les États-Unis d'Amérique. Alors, la question toujours, comment accéder aux minéraux, aux terres rares, aux métaux critiques pour se maintenir sur l'échiquier international ou échiquier mondial. En d'autres termes, en termes simples, comment les États-Unis doivent faire pour que la Chine ne puisse pas les dépasser comme superpuissance. Et donc, le terrain se trouve être la République démocratique du Congo. Alors, la condition principale que la République démocratique du Congo pose, c'est que la paix détermine tout. Vous voulez accéder à nos minéraux, donnez-nous la paix, nous vous donnons les minéraux. Donc, le retour à la paix et la présence de l'État sont les conditions. Donc, si la paix revient, l'État aussi, la présence de l'État revient. Parce que comme nous sommes en guerre, l'État ne peut pas accéder à des provinces occupées sans la paix. Et dans ces provinces-là, il y a l'exploitation illégale des minéraux. Et donc, nous posons comme condition, la République démocratique du Congo pose comme condition la sécurité à restaurer et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. En d'autres termes, donnez-nous la possibilité d'avoir la République démocratique du Congo dans ces 2 345 410 km² et nous vous donnons l'accès aux minéraux. Et les conditions, comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo qui n'arrive pas à repousser la RDF, l'armée rwandaise, exige aussi que les États-Unis l'aident à ce que le Rwanda ou l'armée rwandaise quitte le territoire congolais. Et j'en ai parlé ici avec la résolution 2773. Alors, dans ces conditions, la République démocratique du Congo et les États-Unis ont convenu de faire avancer des grands projets pour transformer la RDC. Les grands projets, par exemple, Inga, par exemple, le corridor de Lobito. Aujourd'hui, on parle du corridor vers Kivu-Kinshasa. Il y a, alors, dans ces conditions, avec la paix qui arrive, il y a l'extraction minière, la transformation des minéraux critiques et qui va donner la plus-value. La plus-value, c'est pratiquement l'emploi, la création des emplois, les infrastructures et autres. Mais on répond aussi, parmi les griefs, parce qu'il y aura le temps des questions, parmi les griefs, d'abord, la République démocratique du Congo dit nous allons bénéficier. Parce que ces accords sont un instrument de transformation de la République démocratique du Congo à long terme. Alors, parmi les griefs, on dit, mais écoutez, la paix dépend d'abord de la responsabilité de la RDC et pour avoir accès aux ressources, il faut nécessairement que la République démocratique du Congo s'organise. La République démocratique du Congo répond ou bien brandit comme trophée, si vous acceptez les termes, que depuis 1885, la conférence de Berlin, jusqu'en 2025, on a parlé du Congo sur l'échiquier mondial sans la présence des Congolais. On a parlé des minéraux de la RDC sans les Congolais.
et que c'est la première fois que les Congolais posent le problème de leurs minéraux eux-mêmes à la face du monde. Et donc, voilà ce que la République démocratique du Congo pose comme problème. Rapidement, parce que je laisserai le temps aux questions, et il y a des structures qui ont attaqué cet accord, notamment l'Église catholique. Et l'Église catholique insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bonne gouvernance pour qu'il y ait effectivement, pour que ces deals puissent passer. Un autre aspect qu'on souligne, c'est qu'il faut retoucher le code minier. Et pour retoucher le code minier, il faut retoucher aussi la Constitution. Donc, il y a tous ces problèmes qu'on pose. Mais je vais chuter par là. Ce n'est pas le premier accord à travers le monde. Donc, il y a des accords semblables qui ont été signés par les États-Unis, paix contre économie. Je vais vous citer rapidement 3 accords pour laisser le plus de temps à la discussion. Il y a d'abord en 2020, accord États-Unis, Kosovo-Serbie, c'est l'accord de paix avec intégration économique. Cet accord a permis la normalisation économique et la stabilisation politique. Ça a permis le développement des infrastructures communes et les corridors économiques. Et enfin, la création d'intérêts communs. On peut citer aussi l'accord Éthiopie-Érythrée, patronné par les États-Unis d'Amérique en 2018. On les appelle les frères ennemis. Et les avantages de ces accords, paix contre économie, c'est qu'il y a eu l'ouverture des frontières entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a eu la reprise de vols commerciaux, les commerces transfrontaliers, et l'Érythrée a ouvert son port parce que quand l'Éthiopie est enclavée, pour accéder à la mer, à l'océan, il faut nécessairement passer par l'Érythrée. Mais je vais terminer par l'accord d'Abraham. Cet accord d'Abraham, c'est toujours patronné par les États-Unis, entre Israël, Bahreïn, le Maroc et les EAO, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. Cet accord a été signé en 2020-2021 et cet accord permet effectivement qu'il y ait l'économie en échange de la paix. Bref, le principe est que la paix est soutenue par l'économie. Et il faut que la paix, que le lien, l'accord établit les liens directs entre l'exploitation des ressources minières et la paix, dont l'économie et la paix. Alors, est-ce que, avec tout ce que nous avons dit, est-ce que la RDC peut gagner? Nous disons oui, la RDC peut gagner. Mais à la seule condition, la RDC pose le problème de la paix, pose le problème du retrait des troupes rwandaises, pose le problème de l'arrêt de soutien du Rwanda au M23. Mais nous savons aussi que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de zones grises, c'est-à-dire il y a la faillite de l'État. C'est comme ça qu'on dit, pour que la RDC gagne, il faut que la RDC s'organise d'abord, organise son État, le fonctionnement de son État, organise toutes les structures possibles pour que les deals puissent réussir. Si la RDC reste dans cet état des intentions, il est difficile que l'accord puisse profiter à la RDC. Ça, c'est de façon normale et de façon régulière. Mais l'accord, il est bénéfique pour la RDC à la seule condition. La deuxième difficulté, c'est que nous avons une classe politique que nous appelons les opposants qui donne l'impression de n'avoir pas lu l'accord, mais de l'attaquer dès que l'accord a été signé. Parce que quand vous lisez, par exemple, dans la réflexion de l'Église catholique, ils vous disent que la RDC a signé un contrat pour 99 ans. C'est écrit noir sur blanc, mais nulle part dans l'accord, il a été dit, il n'y a même pas de durée, il n'y a même pas de quoi, il n'y a même pas de date fixe pour dire l'accord va durer 99 ans. Donc cela signifie que la difficulté que nous avons aussi en République démocratique du Congo, qui est un des avantages, c'est que la classe politique, les intellectuels ne se mettent pas autour d'une table pour discuter froidement des bien fondés des accords
qu'est-ce qu'il faut aménager, qu'est-ce qu'il faut retoucher pour que les accords puissent profiter totalement à la République démocratique du Congo. Je pense que dans un premier temps, je dois m'arrêter là pour permettre à ce qu'il y ait un débat, sauf avis contraire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Niquez. Merci aussi à tous les participants. Et vous venez de nous éclairer sur ce qui a été signé à Washington. Sur les 4 documents, l'accord de juillet 2025 entre la RDC et le Rwanda, l'accord de paix, qui est un socle politique et sécuritaire et qui a été entériné le 4 décembre 2025 par les signatures des 2 chefs d'État, celui de la RDC et celui du Rwanda. Il y a aussi les cadres d'intégration économique et régionale, signé lui aussi entre la RDC et le Rwanda, qui est fondé sur l'idée selon laquelle la paix ne peut venir que dans un cadre de coopération régionale. Vous nous avez parlé aussi maintenant des désaccords entre la RDC et les États-Unis. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les USA. L'accord qui semble placer la RDC en partenaire stratégique des USA en Afrique et dans le cadre de l'exploitation des minéraux, bien sûr. Mais aussi, le 4e document, c'est ce mémorandum d'entente entre les USA et la République démocratique du Congo. Alors, vous nous dites que ces accords sont partis de l'idée selon laquelle les causes profondes de la crise que connaît la RDC et au-delà la région de Grand Lac reposent sur les volets économiques, accès aux matières premières depuis la fin de la guerre froide. Et d'où toutes ces guerres que la RDC connaît depuis les années 1990. Et il y a aussi, pour les USA, l'idée de ne pas être dépassé par la Chine. Et la clé se trouverait en République démocratique du Congo. D'une manière, donc, une façon de dire que les États-Unis aimeraient avoir l'exclusivité, en quelque sorte, ou entre guillemets, de l'exploitation des matières premières en RDC pour avoir la même mise sur la transition énergétique qui se profile par-ci, par-là dans le monde. Et pour y arriver, la RDC demande aux États-Unis la paix avant tout. Et la paix est souvent soutenue par l'économie. Et quand on parle de la RDC, quand on parle d'économie, on voit principalement les secteurs miniers. La question que vous avez posée, est-ce que la RDC peut gagner? Vous avez répondu par oui, mais à plusieurs conditions. À plusieurs conditions. Il y a la guerre qui continue. Il faut d'abord que cette guerre puisse s'arrêter. Mais aussi, à part l'arrêt de la guerre, il y a en République démocratique du Congo la faillite de l'État. Avec cette faillite, c'est impossible ou difficile de tirer profit de ce qui a été signé à Washington. Et vous avez préconisé que pour que cela maintenant soit facile, il faut que la RDC organise son État. Sinon, il est difficile que cet accord soit bénéfique si on continue d'avoir des zones grises, si l'État ne parvient pas à contrôler l'intégralité de son territoire, alors il sera difficile que cet accord puisse être bénéfique. Vous avez aussi souligné les caractères de la classe politique qui discute de cet accord sans vraiment l'avoir lu parce qu'il n'y a pas eu un cadre de concertation entre acteurs politiques pour réfléchir sur ce qui a été signé et ce que la RDC peut tirer comme bénéfique. Ce que j'ai entendu de vous, mais il me semble que vous ne nous avez pas expliqué maintenant les côtés, les désavantages, voilà, les désavantages du volet minier des accords de Washington. Ah, ok. Les désavantages, c'est au fait, dans un premier temps, nous ne pouvons pas parler des désavantages. Pourquoi? Parce que les conditions pour l'application de ces accords
c'est d'abord que la paix revienne. Ça, c'est la RDC qui donne comme condition. Mais les États-Unis aussi disent à la RDC de proposer des grands projets, à discuter avec les investisseurs américains pour mettre leur argent. Alors, mais le plus grand désavantage qui est d'abord visible et en perspective, vous l'avez souligné, c'est la faillite de l'État. Vous l'avez aussi souligné, je l'ai souligné, c'est la désorganisation de l'État. Nous ne l'avons pas dit clairement, la corruption. C'est comme ça que nous disons la désorganisation, il y a la corruption, il y a le détournement, tout ce qui est dedans. Mais nous avons aussi dit qu'il faut que la classe politique, la classe intellectuelle, que ce soit les universités, que ce soit des think tanks comme les vôtres, puissent récupérer l'accord, discuter de l'accord et mettre les garde-fous pour dire voici les étapes qu'il ne faut pas franchir, voici ce que nous allons. Donc, comme une sorte de boussole. Parce que tant qu'on n'a pas lu les accords, tant qu'on ne les a pas expliqués, on donne des avantages sans avoir appliqué. C'est pourquoi nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur les désavantages, parce que nous avons souligné une chose très importante, que depuis 1885, la conférence de Berlin, jusqu'en 2025, pour ne pas dire 2015, jusqu'en 2025, c'est la première fois que les Congolais discutent des minéraux de chez eux. Bon, je peux faire un recul pour ne pas paraître, comment dirais-je, pour équilibrer. Le contrat chinois, en 2008, quand la République démocratique du Congo est allée négocier, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a présenté les dossiers, mais c'est plus la République démocratique du Congo est allée demander de l'argent. Il est allé demander l'argent. Mais il y a un autre reproche qu'on fait à la République démocratique du Congo et qui est jusqu'aujourd'hui valable, c'est que nous n'avons pas encore maîtrisé la teneur, si vous voulez, quantifier ce que nous avons dans notre sous-sol. C'est-à-dire discuter avec des statistiques à l'appui. Nous avons par exemple le coltan, c'est autant. Les réserves du coltan dans les sous-sols, c'est autant. Nous allons vous présenter, ça va coûter et ainsi de suite. Donc, c'est ça la grande faiblesse. Et cette faiblesse-là, on ne peut pas la résoudre aujourd'hui. Parce que c'est un travail de géologue, c'est un travail qui prend du temps. Et donc, nous serons obligés de choisir l'expertise extérieure. C'est ça aussi la faiblesse. Nous allons choisir l'expertise extérieure pour nous dire, voici ce que vous avez statistiquement parlant sur votre sous-sol, voici ce que vous pouvez donner, voici ce que ça peut représenter en termes de coûts financiers. Donc, ce sont des désavantages, mais ces désavantages-là, on ne peut pas les corriger aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup insisté sur les désavantages, en disant que lorsque nous aurons discuté, lorsque la classe politique discutera de l'accord, verra, parce que par exemple pour les codes miniers, les États-Unis demandent qu'on retouche les codes miniers. Les États-Unis demandent aussi qu'on revoie, parce que retoucher les codes miniers amène aussi à revoir quelques articles de la Constitution. Aujourd'hui, il y a un débat entre révision, changement, tout ça. Nous, on ne va pas entrer dans ces débats, c'est pourquoi je n'ai pas voulu plus insister sur les désavantages. Nous voyons plus sur papier ce qu'on présente comme avantage pour le peuple congolais, construction des infrastructures, construction des hôpitaux, tout ce que vous voulez, formation de l'armée, tout ce que... Alors, ça, ce sont les avantages, mais ces avantages sont sur papier. Est-ce que nous sommes en mesure de les appliquer pour que nous puissions gagner les win-win, les 50-50? Alors, c'est ça notre faiblesse. C'est-à-dire, nous ne nous mettons pas d'accord pour voir si nous pouvons gagner. Nous ne nous mettons pas d'accord pour discuter des problèmes réels, des problèmes qui peuvent avantager la nation congolaise. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez suivi, il y avait un groupe, par exemple, d'opposants qui avait fait une campagne contre les accords. Ils ont sillonné le monde pour dire ne touchez pas. Alors,
il est difficile de présenter d'abord les désavantages parce que nous partons aussi de la bonne foi. La bonne foi qui présage, qui a fait qu'on puisse discuter sur les accords. Voilà pourquoi nous ne tenons pas plus aux désavantages, nous présentons la situation telle qu'elle se présente sur papier, mais nous disons, nous avons une faiblesse, nous, le peuple congolais, nous ne prenons pas au sérieux les problèmes qui nous concernent. Est-ce que cette fois-ci, nous allons le faire? Voilà la question. Merci beaucoup, Papa Nikes. Alors, je lis dans les charts, je vois les messages de Hamza Nengo qui pose la question. Vous avez parlé du corridor de Lobito. Est-ce vraiment bénéfique? À mon avis, c'est pour exploiter seulement les matières premières parce que nous avons le corridor de Banana qui est à 100% congolais et qui peut créer de nouvelles villes le long de ces corridors. Notre message, est-ce que la RDC peut devenir puissante s'il y a la paix? Parce qu'on exploite depuis longtemps, mais la RDC reste pauvre. Même à l'époque, on peut dire qu'il y avait la paix, on ne sait pas développer, c'est une question que j'ai dit dans les chats. Alors, si vous voulez poser des questions, veuillez vous manifester dans les chats en écrivant, en montrant tout simplement votre volonté de poser la question et puis nous allons vous accorder la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Merci, nous sommes à la phase de débat et notre intervenant est là. Okay. Oui, Papa alors Nickel. je peux répondre d'abord à la question du corridor de Lobito. Mais avant de répondre directement à la question, je voudrais quand même qu'on voit la configuration géopolitique de notre pays. Et quand Léopold II a pris ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, Léopold II avait pensé effectivement ouvrir notre pays sur l'océan Atlantique. Il a créé ce qu'on a appelé les belles bases. Les belles bases, c'est-à-dire les bases belges en Afrique. Donc, le port de Dar es Salaam a été construit par la République démocratique, par les Congo belges, comme le port de Bujumbura. Parce que pour Léopold II, les minéraux devaient sortir par l'océan Atlantique. Mais la configuration géopolitique de notre pays donne que l'Est de la République démocratique du Congo, d'ailleurs aujourd'hui ça pose un problème, nous ne savons pas si nous sommes en Afrique centrale, comme disait Fanon, bien si nous sommes dans les Grands Lacs ou nous sommes dans l'EAC. Donc l'Est de la République démocratique du Congo, l'économie de l'Est de la République démocratique du Congo est tournée vers l'océan Indien. C'est pourquoi on appelle ça la route des soies, gérée, dirigée par les Chinois ou par la Chine. Alors les Américains ont estimé qu'il faut relancer le Congo. En relançant le Congo avec les matières premières, on crée effectivement le corridor de Lobito. Pour la petite histoire, vous savez, avec les Katanga de l'époque, les Koppel-Balt, même la ligne haute tension Inga-Chaba, comme on appelait, c'était que le barrage d'Inga puisse produire le courant, l'électricité pour les Katanga, les minéraux du Katanga, et l'électricité va du Katanga jusqu'en Afrique du Sud, en passant par la Rhodésie du Nord, qui est aujourd'hui la Zambie, et la Rhodésie du Sud, qui est le Zimbabwe. Alors aujourd'hui, on crée le corridor Lobito, donc Zambie-Lobito. Dans l'accord, les Américains ont insisté, je l'ai dit sans insister aussi, ils ont insisté pour que la République démocratique du Congo présente des projets bancables, des projets finançables le long du corridor, de telle sorte que ça puisse bénéficier à la population congolaise. C'est-à-dire qu'en partant de Kolwezi jusqu'en traversant le Congo, que les villages, les cités, les populations qui se trouvent le long de ces chemins de fer puissent bénéficier. Donc, créer des industries pour que les populations en bénéficient. C'est comme ça aussi, on a créé le corridor vert qui part du Kivu, qui rejoint pratiquement le corridor nord, le corridor de Lobito. Alors, la question qu'on a posée sur Banana, bon, ça c'est un peu une... Banana n'entre pas dans le corridor de Lobito. Banana, c'est le port en eau profonde.
Mais là, nous avons aussi un autre problème avec Banana. C'est-à-dire que les grands bateaux congolais n'arrivent pas à Banana. Pour que le grand bateau congolais arrive à Banana, il faut construire un port à eau profonde. En principe, le port est en train d'être construit. Mais à l'heure qu'il est, la République démocratique du Congo, une partie de l'Angola, une partie du Gabon, une partie de la Centrafrique utilisent le port en eau profonde de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est comme ça d'ailleurs les négociations pour jeter le pont route-rail Kinshasa-Brazza pour que les marchandises passent assez rapidement. Donc, Banana, même si nous avons Banana, le port en eau profonde de Banana, ça n'a rien à voir avec le corridor nord et le corridor de Lobito qui part de la Zambie jusqu'en Angola. Alors, est-ce que la paix, même si nous avons la paix, est-ce que nous pouvons devenir une grande puissance? Oui, oui et non. Oui, pourquoi? Ce sont les intelligences d'un peuple, d'un pays, qui font que ce pays devienne une grande puissance. C'est-à-dire que si nous mettons la jeunesse dans des études de technologie, d'ingénierie, si nous avons la créativité, si nous avons la notion de management, nous pouvons devenir une grande puissance. On devient une grande puissance dans la créativité. Mais si nous laissons simplement nous embrouiller dans l'ambiance, dans la musique, dans tout ce que fait, dans la paresse, dans les groupes armés, naturellement, nous ne serons jamais une grande puissance. Parce que, et Frantz Fanon l'a dit, je reviens sur Frantz Fanon qui disait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Cela signifie quoi? Que le Congo, notre pays, c'est la tête du train, c'est une locomotive. Donc, s'il s'éveille, l'Afrique va s'éveiller. Donc, tout est permis, à condition que nous soyons résilients, à condition que nous mettions nos intelligences au service de la créativité pour le bien commun. Merci beaucoup. J'espère que celui qui a posé la question, Hamza Nengo, est satisfait des réponses que vient de donner l'intervenant, Nikez. Alors, nous pouvons bel et bien être une grande puissance. La RDC peut devenir une grande puissance, mais à condition de mettre à côté les distractions. Si on continue de se distraire, si nous continuons de nous distraire dans les groupes armés, dans des guerres inutiles, dans des discussions politiques sans tête niquée, alors c'est difficile de devenir une grande puissance dans ces conditions. Voilà en quelque sorte ce que vient de donner comme réponse Monsieur Kibelbel Oka Nikez. Alors, continuez à vous manifester dans des chats en posant vos questions. Merci à tout le monde qui a s'y intégré ce forum qui était très limité en tout cas. Nous l'avons choisi pour nous permettre d'avoir l'enregistrement, car généralement nous utilisons Google Meet qui ne nous permet pas d'enregistrer les interventions et pouvoir les partager à ceux-là qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas là, et que nous souhaiterions voir aussi être enrichis par les différentes interventions chargées de bonnes matières que nous dispensent nos intervenants. Alors, merci à Asga, merci au pasteur Luiso, merci à Hamza Nengo plutôt, merci à Prince Lumo, merci à Joseph, merci à Jovial. Alors, vous pouvez continuer à poser des questions. Nous avons encore du temps parce que la conférence est prévue pour prendre fin à 14h juste. Voilà. Je vois ici James, le géologue James, qui a déjà posé une question. Je vais lire sa question. Je veux savoir si les gouvernements... Oui. Je veux savoir si les gouvernements congolais
a dans son plan l'idée de faire la mise à jour de la cartographie de ces gisements, parce qu'il semble que nous envisageons octroyer aux Américains un sous-sol dont les communs des mortels ignorent l'exclusivité du contenu. Ne trouvez-vous pas que les travaux de cartographie et d'estimation des gisements devraient préalablement avoir lieu afin de savoir les minerais dont les Américains seraient appelés à extraire et inviter d'autres nations telles que la Chine à travailler avec nous? Ça, c'est une question du géologue James James. Barrebois. Oui, je peux répondre alors. Oui. Alors, je pars toujours des principes de ce que moi j'ai vécu sur terrain. D'abord, ce qu'il dit là, ce que James dit est correct. C'est-à-dire que nous devons cartographier nos gisements. Mais nous les cartographierons quand? Je reviens à la réponse que je viens de donner tout à l'heure, si nous pouvons devenir grande puissance. Cela signifie que nous devons avoir un enseignement de qualité supérieure. C'est-à-dire que nous devons avoir des écoles de génie que nous n'avons pas. Des étudiants qui sont des génies, des jeunes qui sont des génies. Je donne un exemple. En 2006, je me rends à Doko. Doko, c'est dans le Haut-Ouélé, donc là où se trouve Kilomoto, aujourd'hui Kibaligol. Je me rends dans le site de Sokimo, donc au Kimo à l'époque, office de Kilomoto, des mines d'or de Kilomoto. Je trouve que des Nigérians, des Gabonais, des Guinéens sont là et ont engagé des géologues comme creuseurs artisanaux. Vous serez peut-être surpris. Alors, moi, je me pose des questions. Comment quelqu'un qui a fait 10 ans sur le banc de l'école comme en étudiant la géologie puisse être engagé par quelqu'un et il devient creuseur? Donc, c'est le problème de la formation, le problème de leadership. Aujourd'hui, James Calvin vous pose un problème réel. Nous allons attendre quand pour cartographier nos minéraux? En principe, aujourd'hui, on doit revoir la formation même des géologues pour que les géologues soient à mesure dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de cartographier. Je me souviens aussi d'un débat que nous avons eu en 2001 sur le pétrole du lac Albert. Lorsque nous avons posé la question à un grand géologue belge, M. Luc Tass, si le nom ne m'échappe pas, il a dit, dans le lac Albert, on ne peut pas exploiter le pétrole industriel. Mais les Britanniques sont venus aujourd'hui, Total Energy, est en voie d'exploiter avec l'Ouganda. Bref, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous avons besoin des intelligences. Des intelligences qui doivent avoir une intelligence anticipative. Donc, à l'heure qu'il est, 60 ans après l'indépendance, aujourd'hui c'est 66 ans après l'indépendance, nous n'avons pas de cartes géologiques. Mais nous les ferons quand? Dans l'entretemps, les gens viennent exploiter chez nous. C'est-à-dire que nous devons, et au même moment, chercher des partenaires, mais dans l'entretemps, nous organiser pour que demain, même si on a signé un contrat, demain nous puissions dire réévaluons le contrat parce que nous avons de nouvelles données. Je vais terminer par là. Vous avez suivi les débats qui a eu lieu en Belgique où les Américains demandaient les cartes géologiques de la RDC ou du Congo belge, détenues par les Belges au musée de Turverin, je pense. Donc, vous imaginez que par nos distractions, lorsque nous accédons à l'indépendance, nous avons oublié l'aspect économique. C'est-à-dire dire aux Belges, vous avez géré ces pays, remettez-nous, par exemple, les cartes géologiques, les statistiques, pour que nous puissions nous en profiter. Donc, nous avons oublié, nous avons simplement vu l'aspect politique et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par nos turpitudes. Donc, bref, James, c'est vrai, mais le temps passe, nous devons avancer et en essayant de corriger les erreurs. Merci beaucoup, Nikes. Mais, cher Nikes, est-ce que cet accord
Cet accord de Washington, donc ne nous met pas dans une guerre qui n'est pas la nôtre, parce que je vous ai bien suivi, vous avez parlé de la Chine, des États-Unis. Ne nous met pas dans une guerre qui n'est pas la nôtre. La guerre entre les États-Unis et plutôt les États-Unis et la Chine est une guerre dans laquelle nous risquons d'être des victimes pour rien. Bon, nous ne serons pas des victimes pour rien, nous serons des victimes pour nos minéraux, pour notre sous-sol. Bon, le problème se pose, nous revenons toujours au même problème. Dieu nous a gâtés, nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça la question. Alors, en 2008, je reviens en 2008, nous avons ouvert les marchés à la Chine. La Chine est arrivée, la Chine fait ce qu'elle fait. Bon, il y avait l'échange avec 5 chantiers, on ne voit pas les 5 chantiers. Finalement, les Américains se rendent compte que les terres rares sont en train de partir vers la Chine, ils reviennent. Alors, c'est nous qui devons jouer à l'arbitre. C'est-à-dire que nous devons savoir qu'est-ce que nous devons gagner. Alors, il y a le volet, parce qu'avec dans les contrats chinois, par exemple, le volet défense n'y est pas. Mais dans les accords de Washington, il y a le volet défense, je vous l'ai lu ici dans le mémorandum d'entente. Cela signifie quoi? Que nous devons profiter au maximum. Profiter signifie que nous devons former notre armée, ou ils doivent nous aider à former une armée. Parce que dès que nous aurons formé notre armée, nous pourrons résister, nous pourrons être à mesure de les chasser si un jour les choses ne marchent pas. Nous sommes en train de suivre ce qui se passe avec l'Iran. On a annoncé la défaite ou l'annulation, si vous voulez, disons, l'effacement de l'Iran. L'Iran résiste. L'Iran résiste parce qu'il a des intellectuels, parce qu'il a des laboratoires qui réfléchissent. Nous avons la guerre avec l'Ukraine, avec la Russie. Vous avez appris que l'Ukraine est expérimentée dans la fabrication de drones. Et il n'y a pas 3 jours ou 4 jours, il a frappé même au cœur de la Russie. Mais parce qu'il a des intelligences, parce qu'il sait réfléchir, parce qu'il travaille, il a le génie. Il privilégie le génie. Chez nous, nous privilégions les politiques, les débats stériles. Et lorsque nous privilégions les politiques, et souvent des politiques qui intellectuellement ne représentent pas grand-chose. Lorsque nous privilégions les politiques, naturellement, nous deviendrons un terrain où les gens viendront. Bon, vous parlez de la Chine et des États-Unis, c'est bien. C'est des grandes puissances, mais vous ne parlez pas du Rwanda. Le Rwanda, ça ne fait même pas le Nord Kivu en superficie, c'est 26 000 km². Le Nord Kivu est même plus grand que le Rwanda, mais regardez ce que le Rwanda nous fait, parce que simplement, nous avons négligé les fondamentaux. Nous avons oublié d'être une puissance, nous avons oublié d'être une armée dissuasive, nous avons oublié d'être un pays qui peut imposer sa volonté. Et donc, il n'y a pas que les États-Unis ou la Chine qui peuvent venir jouer chez nous. Le Rwanda joue chez nous, l'Ouganda joue chez nous, le Burundi joue chez nous. Et donc, nous devons, à un moment, nous arrêter pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour que la République démocratique du Congo devienne ou redevienne cette grande puissance qui peut faire trembler le monde et qui peut imposer la paix à travers le monde, à travers son armée, à travers sa diplomatie, à travers ses intelligences. Merci. Il y a aussi une question de Hamza. Hamza qui continue, qui demande: nous avons vu plusieurs grands contrats en RDC et le dernier, les contrats chinois, qui n'a pas eu de résultats positifs, comme vous l'aviez dit vous-même, qu'on n'a pas vu les 5 chantiers. Maintenant, avec votre expérience, vous donnez la chance à combien pour la réussite de l'accord de Washington? Alors, merci beaucoup, Hamza, Nengo. Bon, il faut dire un mot sur les contrats chinois. Lorsque la République démocratique du Congo s'est présentée en Chine, elle a signé avec des individus. Elle n'a pas signé avec le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois a été simplement comme un accompagnateur pour veiller à l'application du contrat. La République démocratique du Congo a signé des contrats avec des entreprises, pas avec le gouvernement chinois. Ça, c'est de un. Par notre faiblesse et par notre gloutonnerie, nous avons sous-évalué
nos richesses du sous-sol. Et vous avez vu le contrat, au départ, c'était 9 milliards. Les Européens et les Américains se sont fâchés. On a récupéré 6 milliards de dollars pour les dettes que nous avions auprès des banques occidentales. Et nous sommes restés avec 3 milliards. De ces 3 milliards, je ne sais pas par quel mécanisme, les Chinois ont mis à notre disposition 1 milliard seulement. Dans le 1 milliard, on a travaillé sur 800 millions et on n'a pas eu de résultats. Et aujourd'hui, vous voyez que lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive, avec l'IGF, on revoit les contrats chinois. Et quand on revoit les contrats chinois, les Chinois acceptent qu'effectivement, le contrat avait été sous-évalué. On a ajouté une plus-value. Donc ça, c'est le contrat chinois. Cela signifie que nous avions mal négocié. Et ce problème, nous le disons à haute voix. Moi, personnellement, je l'ai dit. Lorsqu'on envoie des experts pour négocier, il ne faut pas envoyer des gens qui ont besoin de frais d'émission. Il faut envoyer des gens qui maîtrisent la matière, qui sont expérimentés dans leur domaine. Alors, dans le choix des personnes qui nous représentent dans des négociations, si on envoie des cousins, des cousines, des neveux, naturellement, nous perdons. Alors, quelles sont les chances pour ces contrats? Les chances sont d'abord, que le contrat est signé, les accords sont signés entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est entre deux États. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les Américains insistent sur la transparence et la bonne gouvernance. C'est-à-dire que s'ils mettent leur argent, que les Congolais ne puissent pas les détourner. Mais comme je l'ai dit tantôt, le vrai problème, c'est aussi, nous devons réfléchir en inversant les rôles. C'est-à-dire que nous devons réfléchir par la base. La base qui fait que quand ça ne marche pas, la base peut faire des problèmes à ceux qui gouvernent. Malheureusement, chez nous, on réfléchit par les sommets et on nous impose ce que le sommet a décidé. Donc, dans la formation de la conscience nationale, si on forme un peuple mûr, les choses peuvent marcher. Nous pouvons être nous-mêmes les arbitres de ce qui se passe chez nous. Nous pouvons être les inspecteurs de nos dirigeants. Et donc, nous ne pouvons pas d'emblée dire que nous allons échouer, mais nous disons, nous devons être vigilants. Nous devons avoir une justice qui sait dire oui, qui sait dire non. Mais pour avoir cette justice, il faut avoir des juristes bien formés, des juristes consciencieux. Et nous devons faire confiance aussi à notre État. Parce que regardez ce qui se passe chez nous. Quand on arrête quelqu'un, on brandit sa communauté. Et c'est sa communauté qui commence à dire « nous sommes mal vus », ainsi de suite. On ne laisse pas le temps à la justice de faire son travail. Bien ou mal, mais il faut d'abord laisser. Donc, nous avons des défis. Nous, en tant que peuple, nous avons des défis. Et si nous ne surmontons pas ces défis, nous ne sortirons pas de l'aubaine, nous ne sortirons pas du bourbier. Donc, le défi, c'est d'abord nous, les Congolais. Nous devons nous transformer. Parce que quand vous quittez Bukavu, vous allez à Kigali. Vous avez une mentalité qui change automatiquement, comme l'aiguille d'une montre. Vous vous mettez dans la logique du Rwanda. Ici, on ne peut pas jeter de la saleté, on doit faire ceci, on doit se mettre en rang pour entrer dans les bus, et ainsi de suite. Mais aussitôt que vous traversez, vous arrivez au Congo, la mentalité redevient celle des gens qui, j'allais dire des gens qui n'ont pas été, disons des gens non civilisés. Nous devons corriger tout cela. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est d'abord l'homme congolais. Et l'homme congolais, ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est nous tous. Donc, il faut former une conscience nationale. Voilà, merci encore. Je vois le message de Sub-Zero. Il dit, je commence par Trésor. Question, l'accord des États-Unis, l'accord avec les États-Unis est un accord bilatéral ou trilatéral? Nous avons vu les Rwandais participer dans cet accord.
Ça, c'est Trésor. Sub-Zéro, c'est-à-dire Prince Lumo écrit: nous avons besoin d'une bonne gouvernance. Nous avons de grandes entreprises multinationales qui opèrent déjà dans les pays. Par exemple, Kibali Gold Mining, Kamoa et KCC. Mais la population locale ne bénéficie de rien. Et le géologue qui a écrit un grand message: les gouvernements devraient plutôt faciliter les géologues à faire les différents travaux de reconnaissance des sous-sols en mettant assez de moyens à la disposition des chercheurs, en ramenant la sécurité dans les zones minières et en disposant d'une politique sévère de promotion des résultats des recherches. Nous avons un ministère de recherche scientifique, mais est-ce qu'il est même représenté dans les provinces? Les intellectuels congolais existent bel et bien et des géologues expérimentés sont là. Les cas échéants, et moi qui vous parle, les cas échéants plutôt. Avant que notre gouvernement aille signer des accords de ce genre ou de pareils accords, il devrait d'abord organiser des forums ou des colloques à l'interne avec des scientifiques du pays et au besoin chercher à les écouter. Ailleurs, on finance les projets de recherche, mais ce n'est pas le cas malheureusement chez nous. Voilà. Ok, il y a beaucoup. Est-ce que cet accord n'est pas un accord signé à la va-vite ou un accord signé sur un coup de tête? Alors, je commence par les derniers. Un accord signé à la va-vite, je peux dire non. Non, pourquoi? Bon, parce que nous avons toujours l'impression, nous les Congolais, que ceux qui sont au pouvoir ne travaillent pas. Ils ont des cabinets avec des gens bien, disons, des gens forts, c'est-à-dire intellectuellement. Mais le problème, c'est l'application. Il y a aussi un autre fait que nous devons corriger. Dans notre entendement, les gens pensent que tout, on doit amener au Parlement pour en discuter. Non, il y a des pays, même Trump a signé cet accord sans le Congrès. C'est après on l'a amené au Congrès. On n'a pas signé précipitamment. Je suppose qu'au niveau de la présidence, de la cellule stratégique, on avait mûri l'affaire. Parce que les gens qui sont allés négocier, nous avons vu comment notre ministre des Affaires étrangères, c'est une brave dame, comment elle négocie. Mais les gens qui sont allés négocier, souvent, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que le public ne les connaît pas. Ce n'est pas des ministres qui sont allés négocier. C'est des grands messieurs qui sont allés négocier. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. On n'a pas signé à la va-vite. Et nous courons derrière les temps. Ce qui est important, comme on a signé, on l'amène au Parlement. Le Parlement essaie de scruter l'accord et de dire ici, vous devez corriger, voilà, ainsi de suite. Mais ça, si le Parlement est sérieux, mais si le Parlement demande d'abord comment dirais-je, des primes avant de réfléchir, avant de lire, ils ne liront pas. C'est ça aussi le vrai problème que nous avons. Donc, on ne peut pas aller discuter d'un projet dans une salle de 500 personnes. Non, il y a un groupe qui prend, il y a un groupe qui a une idée, qui mûrit l'idée et on soumet aux autres. Vous pensez que si le président Museveni posait les problèmes à son Parlement, que nous voulons envahir la République démocratique du Congo, vous croyez que le Parlement allait applaudir? Non, lui, il agit d'abord et puis après il va expliquer. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Je reviens à la première question. Il y a 2 accords signés avec le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. L'accord, ce que nous avons appelé l'accord de paix entre la République démocratique du Congo, avec comme socle politique et sécuritaire du processus. Ça, les 2 ministres des Affaires étrangères avaient signé le 27 juin 2025. Cet accord a été entériné le 4 décembre 2025 entre les 3 chefs d'État, président Paul Kagame, président Félix-Antoine Tshisekedi et président Donald Trump. Le deuxième, c'est le cadre d'intégration économique régionale, signé aussi le même jour, donc le 4 décembre, avec les 3 présidents. Dans l'intégration régionale, je l'ai dit, et vous l'avez si bien répété, que s'il y a des agressions chez nous, c'est pour accéder aux minerais.
Alors, si nous voulons la paix, il faut effectivement travailler les minéraux ensemble. Donc, ça, c'est un peu décaricaturé. Mais l'accord de partenariat stratégique et les mémorandums d'entente ont été signés en bilatéral, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo uniquement, dont le Rwanda n'est pas là. Alors, pour revenir à la question de notre géologue, oui, notre géologue pose un problème sérieux. Mais n'attendez pas que le gouvernement, que l'État fasse tout. Il faut aussi prendre des initiatives. L'initiative que vous avez prise ici, ce n'est pas l'État qui l'a prise, plutôt c'est vous. Donc, il faut que nous prenions des initiatives en aparté. Les privés prennent des initiatives et essaient de l'imposer ou de s'imposer à l'État. L'État doit mettre de l'argent. Mais j'ai parlé de la gouvernance. Si on met l'argent pour les géologues, si on les détourne, il n'y a même pas longtemps que l'ordre de géologues a été créé. C'est-à-dire que même les géologues étaient en retard. Comme à Mbujimayi, depuis, on essaie de créer l'ordre national des professeurs d'université. C'est avant-hier qu'on a pensé à cela. Mais les universités existent chez nous depuis 1954. Donc, des fois, nous sommes en retard. Et quand nous sommes en retard, les autres agissent à notre place. Parce qu'aussi, nous attendons tout de l'État. C'est vrai, il faut qu'il y ait des fonds d'investissement, des fonds de recherche. Mais moi, je dis toujours à des journalistes, si on donne à un journaliste de Goma 100 000 $, on dit, bon, voici 100 000 $, va faire des recherches. Mais il commencera par acheter une maison et une voiture. Il fera la recherche après. Mais on peut commencer sans argent et la recherche produit l'argent. Mais prenez le cas du professeur Muyembe. Est-ce que le professeur Muyembe a commencé par demander l'argent quand il a fait ses recherches sur Ebola? Non. Il n'a pas commencé par demander l'argent et il n'est même pas millionnaire. Parce que c'est l'intelligence qui est mise au service de la communauté. Et monsieur AK-47, Alexandre Kalachnikov, quand il a créé cette arme-là, AK-47, il n'a pas commencé par demander l'argent. Il était devant la guerre. Et le besoin est arrivé, il a mis son intelligence. Bon, je vous dis qu'il le regrette parce qu'il l'avait regretté. Il disait qu'il pouvait créer autre chose. Il ne savait pas que l'AK-47 créerait autant de dégâts à travers le monde. Parce que AK-47 signifie Alexandre Kalachnikov, créé en 1947. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je le redis encore, la part du peuple congolais dans tout ce qui nous arrive, pas la part des dirigeants, mais la part du peuple, la conscience nationale. Nous devons forger cette conscience-là. Nous devons réapprendre à être sérieux dans tout ce que nous faisons. Sinon, les autres viendront le faire pour nous. Il n'y a pas longtemps, on a vu des Maliens qui venaient griller les chèvres chez nous, les boucs et les chèvres. Et tout le monde savait que les Maliens venaient au Congo, spécialistes en grillade. C'est des choses anormales. Simplement parce que nous disons, ces métiers, on ne peut pas le faire. Même à Goma, même à Bukavu, il y a des métiers, les Congolais disent, nous ne pouvons pas les faire, ce sont des Rwandais qui les font pour nous. Alors qu'il n'y a pas de sous-métiers. Merci, Likez. Je vois Espoir Ngaloukie qui nous dit l'intervenant peut nous partager les liens pour accéder au MOU, c'est-à-dire au mémorandum, si c'est accessible comme les 3 autres accords ci-dessus. Vous avez un éclairage à faire, Espoir? Si c'est le cas, vous pouvez vous manifester dans les chats, comme ça notre technicien va vous accorder la parole. Donc, Espoir venait de partager 3 liens dans les chats. Il n'y a que 3 liens, peut-être qu'il cherche. Il demande maintenant. Il cherche le mémorandum d'entente. Je vais voir si j'ai le lien, je vais vous l'envoyer. Ok. Voilà, pour les mémorandums d'entente, l'intervenant peut nous partager les liens. Donc, j'espère que Espoir a été répondu.
On va nous partager les liens du mémorandum et puis nous allons les partager à tous ceux-là qui ont pris part à ce forum. Je vois les messages des ASGA, chers participants, pour ne rater aucun de nos prochains webinaires. Nous vous prions de laisser votre adresse mail ici dans le chat. L'équipe Vidjan Africa se chargera de vous ajouter à notre liste de diffusion. Voilà, nous tendons, ou disons, nous sommes à la fin de ce webinaire parce qu'il n'y a plus de questions qui sont posées. L'intervenant a été percutant et a été pertinent. Nous avons tous été édifiés, nous avons des éclaircissements sur tout ce qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, entre la RDC et les États-Unis, et les recommandations nécessaires pour que cela puisse se concrétiser au profit du développement de la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous ne pouvons qu'être optimistes, même s'il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse, et c'est pour ça que l'intervenant a pu insister sur les pistes de solutions pour que ces accords soient une réussite et non que cela soit un échec. Alors, je vois Hamza Nengo, vous avez dit que pour une application strictement de l'accord, on doit réviser les codes miniers. Or, le code est meilleur que celui de 2002. Pourquoi encore les réviser? Et nous considérons cela comme la dernière question de ce jour. Ah, ok, merci. Le code minier, il faut le dire, même la Bible, si aujourd'hui on demandait s'il faut retoucher la Bible, on retouchera. Donc, rien n'est parfait. Et avec l'évolution des temps, avec les réalités géopolitiques, géostratégiques, les documents peuvent être retouchés. Le code minier tel que nous l'avons ne répond pas à l'application totale ou efficiente des accords de Washington. C'est pourquoi il faut nécessairement, malheureusement je n'ai pas le volet, il faut nécessairement retoucher le code minier pour que les accords de Washington soient bien appliqués et, comment dirais-je, en respectant la constitution congolaise comme en respectant la constitution des États-Unis. Donc, retoucher le code minier, retoucher aussi la constitution, je ne sais pas quel article, mais il est dit que pour appliquer les accords de Washington, il faut retoucher certains passages de la constitution en partant du code minier. Donc, je n'ai pas, parce que dans la tête, je n'avais pas cette idée de discuter sur les affaires, comment dirais-je, les débats sur la Constitution. Moi, je ne veux pas faire plus de la politique, je veux faire plus de défense et sécurité. Mais il faut nécessairement qu'on retouche. Et c'est ça aussi le problème. Le gouvernement a déposé les accords au Parlement. Le Parlement va les discuter et le Parlement verra qu'est-ce qu'il faut retoucher pour que ces accords soient appliqués sans faille. Merci. Vous rejoignez Espoir Ngalouki qui vient de dire qu'aucun passage de la Constitution n'est mentionné dans cet accord pour être retouché. Même vous veniez de nous dire que vous ne savez pas ce qu'on doit retoucher, même si on essaie de nous dire... Non, je dis ceci. Je dis ceci. Je ne peux pas tabler sur des à peu près. C'est-à-dire que si les débats tournaient sur qu'est-ce qu'on doit retoucher par rapport à l'accord, je viendrai, je vous parlerai. Bon, je vois Espoir Ngalouki qui dit que cet accord est mieux que celui de 2002. Mais non, Asga qui parlait du code minier. C'est Hamza Nengo qui dit ça. Oui, c'est Hamza Nengo qui dit que le code minier actuel est mieux que celui de 2002. Mais je vous ai dit simplement que ce sont des humains qui ont travaillé. Et qu'entre 2002 et 2026, ça 24 ans. Entre 2010 et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a des réalités qui peuvent faire qu'on puisse retoucher.
Parce que quand on avait l'accord de 2002, c'était un accord, pratiquement l'accord du code minier, qui était calqué sur le code minier du Ghana et du Mali. Et ça, c'est Kibali à l'époque. Ce sont les multinationales qui nous ont imposé, notamment. Bon, aujourd'hui, vous appelez ça Kibali, mais quand ils sont venus, ils s'appelaient, les noms m'échappent encore, Rand Gold. C'est eux qui ont imposé le code minier qui était calqué sur Anglo-Ashanti Golf, donc sur le code minier imposé au Ghana et au Mali. Et après, on a trouvé que ce code ne valait pas la peine, on a retouché. Donc le jour où on trouvera aussi que le code minier ne vaut pas la peine, on va retoucher parce que le monde évolue et nous devons évoluer avec le monde. Alors pour la Constitution, j'ai dit que je ne suis pas en mesure de vous dire à quel niveau on doit retoucher, mais il est vrai que pour appliquer ces accords, on doit nécessairement, il y a une implication d'une manière ou d'une autre avec un ou deux articles de la Constitution. Mais je ne les ai pas en tête, je ne suis pas venu pour ce débat politique sur la Constitution. Donc, Espoir peut ne pas me tenir rigueur. Ça, c'est un autre débat politique. Merci beaucoup, cher Miquez. Alors, nous disons merci à tous ceux-là qui ont participé et qui ont enrichi ces débats, cette conférence en ligne d'aujourd'hui, qui portait sur les avantages et les désavantages du volet minier de l'accord de Washington. Vijana Africa vous remercie et sera honoré de vous recevoir dans les prochains webinaires de ces mois. Merci beaucoup, merci à Asga qui a assuré les côtés techniques de ce webinaire et merci particulièrement et merci spécialement à l'intervenant du jour, Monsieur Miquez Kibelbel Oka. Merci à toute l'équipe de Vijana Africa et merci à tous ceux-là qui ont pris part à ce webinaire. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau webinaire de Vijana Africa dont nous vous partagerons bientôt les sujets et l'intervenant du jour. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, je vous remercie pour le choix que vous avez porté sur moi.